Et à toutes. Et à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Vous avez le chat pour ça. Ouais, super, merci Pierre. Bah, écoutez, c'est sympa de vous avoir ici. Je reconnais quelques noms là dans la liste. Bonjour Abhijit, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Malia aussi, je vois. Costine aussi. Jean-Philippe aussi. Élodie aussi. Ça, c'est ceux que je connais comme ça avec leur nom, leur prénom. Puis toi, Nathalie, est-ce que tu connais des gens dans la liste? Moi, je pense que je connais Guillaume, en tout cas, j'espère. Sinon, bienvenue néanmoins à Guillaume et à tous les autres. Je suis ravie de faire votre connaissance à tous par masterclass interposée, on va dire. Voilà, c'est ça. Et nous sommes dans le même lieu virtuel, bien sûr, comme vous le voyez, mais effectivement, parce que nous ne sommes pas au même endroit. Ça, c'est évident. Ça, Nathalie, c'est la magie du online, ça. Hein. absolument. Nathalie est à Lyon. Ouais. Oui, il fait très beau aujourd'hui. Voilà, et moi aussi. Moi, je suis à Meudon, près de Paris, et j'ai une vue sur la Seine, et il fait très beau aussi, absolument. C'est superbe. Alors, qui sommes-nous? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi c'est Louis, Pierre, Guillaume, trois prénoms. Ça fait effectivement un petit bout de temps que j'ai été longtemps directeur du knowledge management dans des multinationales, que ce soit Schneider Electric ou Schlumberger et un petit peu Framatome, quand ça s'appelait Areva. Et depuis 3 ans, je suis consultant dans le domaine du management des connaissances, avec un focus sur les communautés de pratique et tout ce qui est usage collaboratif, équipe distante. Et puis aussi, coach d'équipe, bien sûr, avec Nathalie, mais ça, on va en parler après. Et puis finalement, aussi formateur, alors dans à Cage Business School, une école de commerce, au CNAM, et puis à la Sorbonne Nouvelle aussi, Paris 3. Et toi, Nathalie? Alors moi, mon parcours, c'est pratiquement 15 ans de business développement à l'international, dans une industrie passionnante qui était l'industrie textile et mode, avec un monde qui bouge tout le temps, etc. Et puis depuis maintenant 8 ans, c'est un temps passé, alors à la fois beaucoup à la formation, puisque j'interviens énormément dans l'animation de business games. Donc, ce qui va mêler stratégie, marketing, organisation. Et ça, je preste ça auprès de nombreuses écoles, et notamment donc le SCE, Groupe Omnes, EM Lyon, et puis des écoles d'ingénieurs comme l'ECE, l'ITEC à Lyon, et puis la salle Beauvais. Et puis, j'ai aussi pratiqué, on va dire, la réorganisation d'entreprises par des missions de conseil et surtout de management de transition. Voilà un petit peu mon parcours. Voilà, donc, vous voyez, on est assez complémentaires. Hein. Ce qui nous rejoint, effectivement, c'est le coaching d'équipe et puis le fait qu'on soit consultant et qu'on soit aussi formateur. C'est les points communs, les points d'ancrage qu'il y a entre nous. Alors, maintenant, c'est où êtes-vous? C'est qui êtes-vous, où êtes-vous? Donc, vous voyez, donc, malheureusement, on ne peut pas se parler comme ça parce que vous êtes un peu trop nombreux, mais via le chat, dites-nous où vous êtes et qui vous êtes pour qu'on puisse effectivement mieux vous connaître par rapport au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, on va vous laisser parler quelques secondes dans le chat. Êtes-vous situé en région parisienne, ou situé à Lyon, par exemple? Comme ça, vous pourrez prendre un verre avec Nathalie, pourquoi pas, à Lyon, ou alors dans d'autres villes de France ou à l'étranger. Bordeaux. Rouen. Waouh. La Ciotat. Lille. Jean. Ah, Jean. Allez, Jean, bonjour. Dirige l'UODC, Université ouverte des compétences. Strasbourg, on a aussi. Stéphano, effectivement. Toulouse, Strasbourg, Malakoff. Waouh, donc c'est hyper diversifié. Ouais. C'est sympa d'avoir des gens comme ça, c'est la magie du webinaire. D'avoir des gens dans le monde entier. Abhijit, effectivement, innovation chez Schneider. Ben, bravo Abhijit, je vois que ton français a super amélioré depuis qu'on s'est quitté. Chez Schneider, il y a quelques années. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on embraye directement en fin de compte. Voilà, tant qu'à y être, on est là aussi pour
on est dans une masterclass. Donc, la masterclass, le thème, c'est transformer un codir poussif en un codir qui soit efficace et innovant. C'est un beau sujet. Un beau sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On a des constats. Quels sont-ils? Alors, nos premiers constats, c'est le fait de se dire que résoudre les problèmes d'efficacité dans son équipe, résoudre des problèmes d'engagement au sein d'une communauté, et notamment quand on est positionné sur des organisations qui sont multisites, qui sont internationales, aujourd'hui, c'est un énorme défi et on est convaincu que vous y êtes probablement confrontés. Voilà. Deuxième constat, effectivement, c'est beaucoup de codires ou d'équipes au sens large se sont dit, tiens, on a ces problèmes-là, donc on va faire du team building. Alors, il y a plein de team building. Il y a le saut à l'élastique, il y a aller en forêt ensemble, ramasser des champignons, il y a faire une course d'obstacles quelque part, même parfois aller faire crapahuter avec l'armée pour pouvoir être ensemble, d'accord? Il y a des formations, évidemment, qui sont proposées. Il y a des outils collaboratifs qu'on met en place dans beaucoup d'entreprises pour que les gens soient plus efficaces. Même du coaching individuel où on coach le manager, le leader, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore suffisant pour résoudre ce problème en question. Et puis le dernier point, c'est que ce qu'on a identifié aussi, c'est que ces dysfonctionnements, ils ont été notablement, on va dire, amplifiés par la mise en place de télétravail contraint du fait de la crise sanitaire qu'on vient de connaître, l'éclatement aussi des équipes à l'international, l'accélération des changements du fait d'une digitalisation accrue. Et bien tout ça, ça va occasionner, on va dire, des dysfonctionnements majeurs parmi les équipes qui souvent en plus souffrent d'absence d'accompagnement pour les aider justement à passer ces étapes qui sont des étapes importantes et qui sont souvent contraintes. Absolument. Et je pense que ce constat, vous avez dû sûrement le faire vous-même. Donc, n'hésitez pas. Le chat est là pour vos réactions et on pourra prendre vos réactions au cours durant cette masterclass. Toutes vos questions, commentaires, n'hésitez pas, on les prendra à chaud directement. Alors, on a des convictions, évidemment, suite à ça. Ouais, alors notre première conviction, c'est que, bien évidemment, l'humain est au centre de tout. Et que on peut bien utiliser n'importe quel outil, si en tout cas on ne valorise pas a priori l'élément humain, ça ne marchera pas. Voilà. Alors ça, c'est la première. La deuxième, c'est la notion de confiance. Il est clair que pour résoudre des problèmes, il faut avoir confiance entre nous, entre membres de l'équipe, membres du CODIR. Cette confiance permettra quoi? Elle permettra de co-construire ensemble et de trouver des solutions ensemble pour résoudre les problèmes dont nous avons parlé juste avant. Et puis le dernier point, et ça c'est essentiel aussi pour nous, c'est que justement l'innovation managériale, la capacité à repenser les modèles, la capacité à trouver d'autres manières d'aborder les choses et voire de s'organiser, voire de faire monter une équipe en compétences, etc. En tout cas, l'innovation et les approches innovantes, nous sommes convaincus effectivement que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir repenser la manière de performer et faire en sorte de ramener, on va dire, un collectif efficace et performant. Voilà, donc c'est 3 convictions et on y croit. Et on souhaite vous les partager. Voilà, c'est ça qu'on est là. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Donc là, en gros, on a repris, beaucoup d'entre vous se sont inscrits via le petit formulaire et ont mis leurs problématiques. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est autour de 5 problématiques que vous avez transmises. La première, c'est améliorer la communication entre les personnes, les membres du CODIR en particulier ou de leur équipe.
La deuxième, c'est le fonctionnement en équipe, rendre un fonctionnement plus efficace, plus collaboratif, plus respectueux, plus communicant. Et ça, on va en parler en détail tout à l'heure. Un troisième qui est intéressant, c'est la prise de poste. Je vais devenir directeur de Codir et en gros, ben, comment je fais quoi? Qu'est-ce que ça implique comme mode de fonctionnement? Petite question, pouvez-vous partager votre mail ou téléphone pour échanger après le webinaire? Bien sûr, on mettra ça à la fin. Vous avez aussi le cliquer en haut pour pouvoir prendre rendez-vous. On va aussi vous mettre dans le chat. Peut-être que Nathalie peut le faire pendant que je suis en train de parler, de mettre ça. Mais on va vous le faire. Quatrième, c'est ajuster sa posture en tant que personne. Parce qu'il y a une posture dite posture managériale qui va au-delà d'être manager. Et puis, le petit dernier, ça consiste à dire, effectivement, faire évoluer un codir qui peut très bien avoir des petits problèmes, des dysfonctionnements vers un codir beaucoup plus efficace. Et tout ça, effectivement, c'est les thèmes que nous allons, décrire aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, on va vous montrer une petite vidéo que Nathalie a trouvée sur Internet, qui est très, très drôle et qui résume pas mal tout ça. Alors, je pense que ça va marcher. On croise les doigts. On croise les doigts, ça s'appelle Esprit d'équipe. Normalement, ça tourne. Donc, si ça ne tourne pas, vous me le dites. Même l'inverse, si ça tourne, vous me le dites aussi. Comme ça, on saura que ça tourne. Peut-être que vous la connaissez, hein, mais effectivement, ça sera un bon sujet de partage. Voilà. Allez, go. 2 minutes 30. Il y en a marre de tous ceux qui disent qu'ils ont l'esprit d'équipe, alors qu'en fait, ils bossent dans leur coin sans se soucier de leurs voisins. L'esprit d'équipe, stop, ça suffit. C'est pas parce qu'on dit que l'esprit d'équipe, c'est pas parce qu'on dit que là qu'on l'a vraiment. Vous avez ceux qui pensent que l'esprit d'équipe, c'est juste un moment de team building. Tout le monde est prêt? C'est parti! Tout le monde est prêt? C'est parti! On va plus fort! On va gagner! Ça, c'est une équipe! Sur mon dossier Tavex, j'ai un souci. Tiens, tu peux jeter un œil sur mon dossier Tavex. C'est ton dossier, hein. Moi, je suis pas sur le... Oula, attends! Sois sympa. C'est ton dossier, hein. Moi, je suis pas sur le coup. On est une équipe! Et il y en a pour qui jouer en équipe, c'est s'occuper uniquement de sa propre équipe. C'est fou. J'étais en réunion avec le marketing, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait, leur manager? Tu devrais aller le voir, hein, parce que là, ils vont droit dans le mur. Que j'aille voir Geoffroy? Hop, 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 hop. Malheur à celui qui montre le grain de sable dans l'engrenage. Ça lui retombe toujours dessus. Et puis Geoffroy, ça va, c'est bon. Toute l'année, il a fait le coq, là, avec ses résultats. Il a un melon, comme ça. Alors, qui se plante un peu, ça va le remettre dans ses baskets. Et entre nous, ça peut pas lui faire du mal. Hein. Et puis, tu sais quoi? On n'est pas concernés. Ils font bien ce qu'ils veulent. Et puis, vous avez ceux qui ne voient pas plus loin que leur petit périmètre et qui ont oublié que les équipes sont toutes reliées, comme dans une cordée. Quoi? T'as pas transmis les documents au client? Mais on va être dans les choux. Bah quoi? C'est à la gestion de le faire. Nous, on a juste vérifié le contenu, hein, le reste... Comment ça, c'est à la gestion de le faire? Nous, on attend le go des commerciaux. Ah oui, mais nous, sans le retour du labo, on peut rien faire. Le labo, il a bon dos, le labo. Nous, on a fait ce qu'on devait faire, ok? Mais qui a prévenu le client? Bah oui, parce que là, on court à la cata. Maman! Alors moi, je dis stop, ça suffit. Pour bien travailler ensemble, créons une dynamique de collaboration dans les équipes et entre les équipes. Restons solidaires face à l'objectif. Pensons plus large, plus grand. Pensons collectif. Un pour tous et tous pour un. Et vive les mousquetaires! Alors effectivement, il y avait un petit problème de micro, donc j'ai coupé le micro de Nathalie, qui pourrait probablement le remettre en marche. Nathalie? Est-ce que tu m'entends? Ouh là là, je pense que Nathalie s'est déconnectée par mégarde. Donc, ça, comme on appelle, c'est les soucis du direct. Hein. Donc, Nathalie s'est déconnectée. Et depuis, sur le mauvais bouton. Donc, eh bien, je vais prendre ça. Donc, on continue. Et donc, effectivement, vous avez vu donc, cette vidéo qui était hyper sympa. Hein. La question qui est derrière, c'est et vous, avez-vous une
expérience similaire, quelle est votre expérience au sein du CODIR? Donc, je vous laisse dans le chat interagir avec nous quelques minutes pour revenir vers nous avec votre expérience sur justement le CODIR ou votre équipe au sens très large. Est-ce que vous avez vécu ça, le fameux esprit d'équipe? Ah, les agendas cachés personnels. Alors ça, c'est un grand classique dans les CODIR, et surtout lorsqu'on est assez haut placé, chacun a son agenda, effectivement, sur ce qui veut faire avancer, mais sans le dire aux autres. Le jeu de pouvoir, la jalousie, ça oui, surtout quand on veut être calife à la place du calife, comme dirait Isnogoud. C'est matriciel. Oui, c'est le délire des organes matriciels, quand on a deux chefs, le chef direct et le chef fonctionnel. Là, on ne sait pas plus trop, surtout quand les deux ne sont pas d'accord. Là, c'est le délire complet. Ça, on est d'accord. Les monologues, les discussions, ah oui, ça c'est très classique, hein, les réunions où on discute beaucoup, mais il n'y a pas de décision. Il n'y a pas aussi d'agenda, il n'y a pas non plus de notes prises à la fin. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est dit. Et en gros, le chef a parlé, ou certains ont parlé, les extravertis. Et puis les autres, évidemment, sont coincés parce qu'il ne peut pas dire grand-chose. Elle a une difficulté à centrer les échanges sur les problématiques réellement CODIR. Oui, oui, c'est vrai, la prod, ça, effectivement, on l'a eu chez un client, il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait un problème dans ce CODIR. Ils passaient leur temps à parler de prod sans parler de stratégie. Donc, on les a aidés justement à remettre ça d'aplomb en ayant deux types de réunions. Les réunions hebdo, beaucoup plus orientées, la prod, où est-ce qu'on en est, et puis des réunions mensuelles plus stratégiques. Et donc, comme ça, ils ont pu séparer les deux types de réunions. Alors évidemment, le RACI, tout le monde connaît le mot RACI, j'imagine, c'est qui est responsable, qui est accountable, qui est informé et qui contribue. Et si on ne sait pas trop qui fait quoi, au bout d'un moment, en gros, c'est l'autre qui est responsable. Hein. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le client, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. C'est pas assez clair. Donc objectif, effectivement, si c'est pas clair, on ne sait pas. Respect du temps. Ah oui, les réunions qui s'allongent parce qu'on ne respecte pas le temps, c'est terrible. Qui commencent en retard parce que la précédente réunion n'a pas fini à l'heure et ça enquille au fur et à mesure. Ça, c'est terrible. Hein. Les critiques, les jugements personnels, l'entreprise. Effectivement, on va en parler un petit peu sur les jugements de valeur, les jugements sur les personnes, ou les critiques qui sont une interprétation que l'on a nous-mêmes de ce qu'est la vérité, en fait. Hein. C'est notre vérité, mais c'est une manière de voir les choses. Les zones grises, qui fait quoi là encore, le qui fait quoi, on a fait ça dans un autre CODIR, on a travaillé sur les rôles et responsabilités, où on a fait un travail pour chacun, en gros, qui faisait quoi, et après, on comparait si ce que les gens avaient compris. Donc, les gens disaient aux autres, voilà ce que je pense que tu fais, et après, celui qui faisait, s'est dit, oui, je fais ça, mais je fais pas ça. Et comme ça, on peut savoir vraiment qui fait quoi au bout d'un moment, parce que les gens se mettent en relation ce que pensent que font les autres et ce que les autres pensent qu'ils font eux-mêmes. Ça, c'était hyper sympa. Manque de suivi clair dans les actions, énorme de conflits larvés, etc. Bon, j'ai un problème avec Nathalie qui, clairement, son Macintosh a dû exploser parce qu'on a eu des petits problèmes tout à l'heure. Elle a eu un petit peu de mal pour se connecter. Donc, nous sommes en live. Donc, le live continue. C'est comme à la télévision. Quand le reporter à distance n'est plus là, bien celui ou la personne qui fait le anchorman, anchorwoman, il continue. Le show continue. Alors, nous, par rapport à toutes ces problématiques, ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, clairement, Nathalie et moi, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, on s'est dit, on va faire... Ah ben voilà, elle arrive. Oh, il y en a marre, de tous ceux qui disent qu'ils sont l'esprit d'équipe dans leur coin, sans se soucier de leurs voisins. Oh, moi, je dis stop, ça suffit. L'esprit d'équipe. Je coupe la vidéo, Nathalie. Allô, allô?
Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc il y a encore un problème technique. Donc, je continue. J'adore le live. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Un cycle de conférences, et on va faire 3 conférences ensemble, tous les deux avec Nathalie et avec vous tous. Hein. Donc, la première, c'était sur le CODIR. Dans 2 mois, ce sera sur les réunions hybrides, comment les rendre efficaces, agréables. Et puis, la troisième, dans 4 mois, sur améliorer la communication au sein des CODIR en multisite. Parce que nous deux, on est vraiment spécialistes dans la problématique aussi des CODIR multisites et même internationaux. C'est une problématique assez courante, c'est le CODIR à des gens qui sont dans différents sites. Et là, on voit les problèmes de qui fait quoi et de communication sont encore amplifiés par cet aspect-là. Et puis, la seconde chose, c'est on a des rendez-vous privés pour vous. Donc, pour les rendez-vous privés, c'est très facile. Vous avez ici en haut cliquez ici où vous pouvez prendre rendez-vous directement. Nous avons ouvert notre calendrier dans 2 semaines. Donc, comme ça, vous enregistrez, prendre rendez-vous avec nous et nous serons là pendant 45 minutes pour vous écouter et, disons, écouter vos demandes, votre problématique pour un accompagnement. Donc là, pour ça, vous cliquez en haut, ça va sur la page du campus et de là, il y a un lien qui permet d'aller directement vers effectivement la page de rendez-vous. Et si vous n'avez pas cette page directement, eh bien, vous prenez ce lien-là qui vous amènera là aussi directement sur cette page de rendez-vous. Vous choisissez une date, une heure, vous remplissez 3 questions permettront de bien cibler votre problématique et après on ira directement sur le rendez-vous et nous serons là pour vous écouter. Nathalie, pendant ton absence, il y a eu toute une discussion dans le chat a été assez fourni sur les problématiques liées suite à la vidéo. D'accord? C'est ce que je vois, j'en ai pris connaissance. Donc ça, c'est super. Alors, 1000 excuses pour ce problème technique que je n'ai pas compris. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'être de retour pour pouvoir poursuivre. Donc, bravo Louis-Pierre et merci d'avoir pris le relais. J'ai rempli les lives toujours, les impondérables du live. Eh bien, maintenant vous savez comment nous connecter, soit par le cliquer ici en haut, soit directement par le lien qui est en bas à maltier.com/diag. Eh bien, la question c'est pourquoi c'est important en fin de compte? Pourquoi tout ce qu'on vous dit est important? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, déjà parce que vous aurez pu le constater, on vit, et alors les événements politiques, la situation actuelle du monde nous le confirme, on vit dans un environnement en évolution profonde, en évolution rapide, avec des mutations, des changements qui vont de plus en plus vite. Et ça, forcément, ça nous perturbe dans notre organisation et dans notre performance au quotidien. Et ça va être une très belle transition vers le deuxième point que Louis-Pierre va aborder. Voilà. Alors, effectivement, il y a le digital. Bon, le digital, c'est clair que on est très longtemps qu'on est dans le digital, mais clairement, on voit très bien qu'il a encore plus été omniprésent pour nous tous à cause du confinement. Ça a été pour certains une bénédiction, pour d'autres, ça a été un grand malheur. Mais en tout cas, ce que ça a amplifié, c'est le distanciel. Les gens travaillant de chez eux, travaillant à distance, n'avaient jamais fait ça avant et se sont rendus compte de la problématique que ça posait. Il y a aussi une autre problématique qui est arrivée, c'était la fracture numérique. Ceux qui étaient mal connectés, ceux qui étaient bien connectés, la fibre ou la DSL dans les 2 cas, ou même carrément rien du tout. Et on a vu aussi ceux qui n'avaient pas d'équipement un peu, obsolète versus des bons équipements. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne la solitude, d'être chez soi en télétravail, dans sa cuisine ou dans sa chambre, c'est pas forcément génial. Et puis, les pertes de repères parce que le manager, et souvent c'est arrivé, que les managers n'avaient pas compris qu'il fallait traiter différemment ses équipes étant à distance qu'ils le faisaient avant quand ils étaient près de chez elles. Donc, c'est un changement fondamental et c'est important d'avoir conscience que
le digital a une influence énorme sur notre mode de fonctionnement. Et, alors, l'hybridation, alors Nathalie adore ce zèbre, ce mélange de zèbre et de cheval. Ouais. Parce que maintenant, clairement, on est tous dans un monde où alors on travaille parfois de chez soi, parfois du bureau. On est avec des gens qui sont à distance dans des mêmes réunions, donc il faut travailler en local et puis en même temps à distance. Des gens qui sont dans d'autres sites. Le télétravail partout, on globalise de plus en plus les équipes dans différents pays. Bon, pour moi, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la globalisation. Mon premier job était chez Schlumberger, et dès 97, ça a été Louis-Pierre, ton équipe, elle est à Houston et à Paris, débrouille-toi. Bon, pas comme ça, mais c'était vraiment déjà le global à l'époque. Donc pour moi, c'est devenu naturel. Mais pour plein de gens, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, donc il faut savoir accompagner ce changement. Et puis le dernier point qu'on a identifié, et là pour le coup, le multiculturel, c'est mon dada, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait pratiquement 15 ans de business développement à l'international. J'ai bossé avec une trentaine de pays, j'ai négocié, on va dire, avec des nationalités multiples, échangé, commercé. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le multiculturel est partout. Alors, le multiculturel, ça peut être la notion de pays, comme je viens de l'évoquer. Ça peut être aussi la notion de culture d'entreprise, puisqu'on peut bien exercer, on va dire, un poste de directeur commercial dans telle ou telle entreprise. On va pas avoir les mêmes attentes, on va pas avoir les mêmes manières de travailler. C'est pareil en termes de management, en termes de définition de fonction. Et j'ai vu dans le chat aussi que il y a des choses qui apparaissent sur ma lettre de mission, elle est pas claire, sur finalement les périmètres de mon poste, ils sont pas super clairs, ils sont pas très bien définis. Ça va être aussi au niveau de l'équipe. Intégrer une entreprise, c'est intégrer sa culture, c'est intégrer, on va dire, une manière de fonctionner. Et puis, c'est vrai aussi au niveau d'une personne, puisqu'encore une fois, on a tous et toutes notre socle de valeurs, notre socle de fonctionnement et notre manière de lire ou de comprendre une situation. Et ça, elle nous est propre. Alors, elle va être liée à notre culture, à notre genre, à notre expérience, à notre formation, etc. Mais tout ça, ça fait partie, ça occasionne, on va dire, une multiplicité ou une multitude de complexités. Voilà. Absolument. Et donc, ça a un impact sur le fonctionnement du CODIR et son leadership. Voilà. Désolée, Louis-Pierre, j'ai été plus rapide. Alors, maintenant, on va aborder deux points, effectivement. L'un, c'est la collaboration, et puis le deuxième, c'est la posture. C'est les deux grands sujets qu'on va aborder dans le reste de ce webinaire. Et le premier point sur la collaboration, Nathalie. Déjà, le fait que collaborer, en fait, c'est pas quelque chose qui est induit comme ça, mais collaborer, ça se décide et ça s'organise. Alors, le premier point, c'est la notion de communication. Alors là, vous allez nous dire, ouais, communiquer, ok. Mais en fait, communiquer, c'est complexe. Bien communiquer, c'est complexe. Donc déjà, pour bien communiquer, il faut être à l'écoute. À l'écoute de qui ou à l'écoute de quoi? Alors déjà, à l'écoute de qui? La première personne à écouter, c'est déjà soi. Comprendre ses propres besoins, connaître ses motivations, ce qui fait qu'on a des freins, des envies, les sources de fonctionnement positif, nos propres forces, nos faiblesses aussi, ou les points de vigilance ou d'amélioration, savoir comment on a tendance à réagir, et puis être au clair de nos propres biais, on va dire, de jugement, de croyances, etc. Et puis le deuxième point, c'est d'être en capacité à faire la même chose, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire, pareil, comprendre l'autre, comprendre quelle situation il vit, comprendre son poste, c'est-à-dire c'est quoi les contraintes de son poste, c'est quoi les contraintes d'urgence, c'est quoi les contraintes techniques, c'est quoi le mode de fonctionnement préférentiel. Il y a des gens qui vont être très à l'aise avec un minimum d'informations, d'autres pour qui, pour prendre une décision, il va falloir un nombre d'informations détaillées très importantes. Mais ça, c'est important de le savoir, on va dire, pour bien manager ses équipes et pour bien manager ses collègues. Savoir lire les réactions de ses collaborateurs. Et tout ça en utilisant, si possible, un outil
dont on parle beaucoup actuellement, qui est la CNV, la communication non violente. Alors, un petit rappel de la communication non violente, c'est déjà l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est écouter sans déjà préparer la réponse avant que l'autre ait terminé sa phrase. Non, c'est écouter jusqu'au bout. Et c'est respecter le temps de l'autre. Ça, c'est capital. Parler pour soi, non pas parler pour les autres. Éviter les petites blagounettes qui peuvent être soi-disant sympas en équipe, mais qui en fait peuvent mettre certaines personnes très mal à l'aise. Et puis quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur la communication non violente, Louis-Pierre? Non, non, mais les blagounettes, on a eu ça dans un codir. Quand on est intervenu au tout début, ça a été, ça tirait à vue les petites blagounettes qui paraissaient drôles, mais en fin de compte qui étaient pas terribles. Et on leur a fait comprendre gentiment que c'était pas approprié. On a recadré gentiment, je dirais, certaines personnes, et qui après ont compris qu'il fallait éviter ce genre de blague, quoi. Alors l'autre sujet, effectivement, qui écho à un des commentaires du chat, qui était la notion de le fait que les personnes sont ne factualisent pas et disent leur opinion un peu, comment dire, un petit peu forte. L'idée, c'est qu'il faut, surtout quand on est à distance, rendre ce qui est implicite explicite. Dire les choses et les dire vraiment, plutôt que d'imaginer que la personne en face est au courant de ce que je pense et de ce que je sais. Ça paraît plus simple quand on est dans le même site, parce que clairement, on se voit à la machine à café ou autre, ou au restaurant d'entreprise, donc on discute et comme ça, on a une manière de se connaître. Mais à distance, c'est beaucoup plus dur. Et donc, l'idée, c'est de factualiser, de rendre explicite, de formaliser les relations pour être sûr que ça soit clair pour tout le monde et de baser ses jugements sur des faits et pas interpréter selon sa propre grille de lecture. Chacun a sa grille de lecture et ça, c'est vraiment fondamental. Il faut se rendre compte que la mienne n'est pas celle de Nathalie, n'est pas celle des autres. Et devant le même événement, on n'aura pas du tout la même interprétation à cause de notre background, de ce qu'on avait dans le passé. Et donc, si on ne met pas en relation, notre interprétation et qu'on ne fait pas attention à se dire les faits, on dirait que, eh bien, ça peut créer des clashs. Idem pour les jugements de valeur qu'on peut avoir sur tout et n'importe quoi, et je reconnais qu'on en a tous, et c'est quelque chose qu'il faut soi-même être conscient d'eux. Typiquement, un jugement de valeur très classique, c'est « il m'a manqué de respect ». Alors qu'en fait, le fait qui a déclenché ce jugement, c'était « il ne m'a pas dit bonjour ». Est-ce que le fait qu'il ne dise pas bonjour, c'est un manque de respect? Peut-être pas, parce que peut-être que le matin, il pensait à autre chose, il passait devant vous, il ne vous a pas dit bonjour, c'est arrivé ce matin. Mais il n'y avait aucune notion de respect. C'est votre point de vue, le respect. Ce n'est pas le fait qui a eu lieu. Donc attention à ces jugements de valeur, ça peut détruire justement un collectif. C'est ça. Et donc on voit bien qu'effectivement, tout n'est que question de perception. Et justement, pour éviter ces problématiques de perception ou de mauvaise interprétation, eh bien, le partage de l'information, le partage du savoir, ça fait partie, on va dire, des points clés de la bonne communication. Donc, favoriser les échanges et tout type d'échange et dans tous les sens, le top-down, le bottom-up, le transverse, le distanciel, etc. Tout ça, c'est capital parce que c'est pas parce que, le rôle de certaines personnes n'est pas de diriger une équipe que l'ensemble de l'équipe n'a pas besoin d'avoir accès à l'ensemble de l'information. Parce que ça va avoir un impact finalement sur la décision individuelle de chacun des collaborateurs. Donc pensez bien, en tout cas nous c'est ce qu'on recommande, de diffuser une information qui va être relativement large aux équipes, même si dans l'idée ou dans la réalité, chacun des membres de l'équipe n'a pas besoin de l'ensemble, on va dire, de l'information pour chacune de ces actions. Mais peut-être que pour comprendre, on va dire, et pour donner du sens aux actions individuelles, ça c'est nécessaire. Et d'où l'importance de savoir manager le savoir, justement, et de trouver, on va dire, le bon équilibre entre ce qui va être formel,
ce qui va être informel. Et ça, c'est d'autant plus complexe quand on se trouve dans des équipes qui vont être multisites. Et puis encore une fois, alors ça c'est un b.a.-ba parce que je pense que vous en avez tous conscients, mais on peut tous être tentés quelquefois de faire ça. Éviter la rétention d'informations pour garder le contrôle, parce que ça peut peut-être marcher sur un périmètre court terme, mais en fait, à long terme, le fait de partager le savoir et l'information, ça a un retentissement très positif. Effectivement, alors je vois que le temps s'écoule. Nous avons été bavards, mais en même temps, il y avait plein de questions qui tombaient. Donc, on va essayer de tenir les temps. Alors, la deuxième, effectivement, de collaboration, c'est le fonctionnement en équipe. Et là, clairement, qui dit équipe dit règles de fonctionnement communes. Et surtout, quand on est à distance, encore plus que ça, c'est formaliser tous ces échanges et équilibrer les temps d'échange, la conversation avec les personnes, l'écoute active, laisser parler les autres, la présence à l'autre, c'est-à-dire ne pas avoir son téléphone pendant qu'on est en train d'écouter quelqu'un. Adapter les formats de réunion au mode de choisir. Est-ce qu'on l'a fait en présentiel? Est-ce qu'on l'a fait à distance? Éviter au maximum les réunions hybrides, où il y a distance et ensemble, parce que c'est très, très difficile pour les gens à distance de bien suivre les réunions locales. J'ai fait tout un topo sur les réunions hybrides. C'est disponible sur mon site web. Vous lirez après. Il y a plein de trucs et astuces, mais c'est quand même pas la panacée. Et tout ça, il faut savoir maîtriser les outils digitaux, parce que typiquement à distance, il faut savoir comment ça marche et comment animer les méthodes d'animation à distance, Icebreaker ou d'autres, Klaxoon, outils collaboratifs, pour que ce soit beaucoup plus sympathique. Et puis pour poursuivre sur le bon fonctionnement en équipe, et là ça fait écho aussi à des points que j'ai vu apparaître dans le chat. Alors là, un point clé, mais qui est essentiel, c'est définir des buts et des objectifs communs. Alors, il est clair que chaque individu doit avoir des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui soient clairement définis, et ça, en général, c'est fait au moment, on va dire, l'entretien individuel. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est de définir des objectifs d'équipe pour donner envie au collectif de performer ensemble. Parce que ça va créer un socle commun, on va dire, et un but commun. Et bien évidemment, un petit rappel, les objectifs SMART, ça marche toujours. Simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Oui, juste pour complémenter ce qu'a dit Nathalie, effectivement, on a vu un codir où les gens n'avaient pas d'objectif commun, c'est chacun perso. Évidemment, ils se tiraient à la bourre entre eux, parce que chacun voulait maximiser ses propres objectifs et se ficher royalement des autres. Et typiquement, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marchait pas. On est d'accord. Alors maintenant, Pierre, comment est-ce qu'on crée une dynamique d'équipe collective? Eh bien, comme dans toute communauté au sens très large, eh bien, il est nécessaire d'avoir des rituels. Tout groupe humain a besoin de rituels pour pouvoir créer une dynamique collective et se sentir ensemble. Et les rituels, c'est tout con, hein. C'est des réunions hebdomadaires. Et ça, il y a des codires qui ne font pas de réunions hebdomadaires. Donc voilà, réunion hebdomadaire typiquement. Réunion mensuelle, pas les mêmes sujets entre les deux, bien sûr. Et puis même des one-to-one à programmer. Quand on est à distance, on ne voit plus les gens dans la machine à café, je vous rappelle, ou au restaurant. Donc, il faut programmer des réunions hebdomadaires one-to-one avec ses équipes pour pouvoir, avec chacun, pour avoir ce type de contact. Un deuxième point qui nous semble hyper important aussi, c'est permettre à chacun, entre guillemets, de vivre sa vie au sein du CODIR et de s'emparer, on va dire, de sujets qui vont les intéresser, qui vont les motiver. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'en fait, on n'est jamais meilleur que dans ce qu'on aime faire et que dans ce qui nous motive. Parce que là, tout à coup, il n'y a pas de poids de l'énergie à déployer. L'énergie, elle est là parce qu'en fait, on est motivé. Et donc, c'est important de valoriser, on va dire, toutes les motivations de contribution à l'équipe. Ça, c'est clé. Bien sûr, en le contrôlant un petit peu, en l'organisant, mais en tout cas, en laissant la liberté d'autonomie et d'envie à chacun.
Un autre aspect, c'est aussi qui marche très bien pour créer du collectif, c'est l'entraide entre les membres de l'équipe, les membres du CODIR. Et ce qui peut être sympa, c'est de créer ce qui s'appelle des mini-équipes projets. On a une thématique, on crée un mini-projet, 2-3 personnes, on les met ensemble, ils vont travailler dessus et après ils vont faire une restitution de leur projet dans un prochain CODIR mensuel. C'est un bon moyen pour souder les gens au sein du CODIR. Et simplement pour résumer donc tout ce qu'on a dit, toutes ces étapes ou tous ces points qu'on vous recommande, en fait, ça va permettre de faire grandir l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective de l'équipe. Et ça, c'est ce qui nous semble important, on va dire, de garder pour la création de l'équipe, de la dynamique collective, c'est l'intelligence émotionnelle au sein de l'équipe. Absolument. Alors, il est 11, on est supposé finir à 15. On va aller vite. On va aller vite. Il va falloir qu'on soit un peu moins bavard parce qu'il faut quand même donner un petit peu de temps aux personnes pour pouvoir nous poser des questions quand même. Hein. Ouais, donc pour résumer, et je vais essayer d'aller vite là, prendre une direction de CODIR, c'est avant tout une question de posture. Et en fait, la bonne posture, vous allez voir finalement, être dirigeant de CODIR, c'est pas avoir tout le temps la même posture, c'est avoir des postures multiples en fonction des situations, en fonction des événements, en fonction des personnes que vous managez, en fonction du degré d'urgence de la situation à traiter, etc., etc. Et donc, les 4 principales postures qu'on a identifiées, c'est d'abord la posture du leader, capacité à identifier, on va dire, un environnement, à anticiper, on va dire, des événements à venir, etc. C'est donc une posture d'inspirateur, de guide et d'orientateur, on va dire, des décisions à prendre ou de direction à prendre. On est sur la notion de vision stratégique. Absolument, ouais. Et la deuxième, effectivement, posture, c'est la notion de manager. Effectivement, c'est super important parce que c'est un go-between entre la direction et le CODIR. Le manager, il gère effectivement la partie opérationnelle, hein. Indicateur, résultat, gestion des dossiers, gestion des personnes. C'est vraiment le rôle du manager. En même temps, il comprend l'environnement actuel, ce qui se passe au sein de l'équipe, de l'entreprise. Il l'a aussi pour donner de l'info auprès de ses équipes par rapport à ça. Et encore une fois, manager, c'est aussi éviter les jugements hâtifs parce que la première impression n'est pas forcément la bonne, quoi qu'on en dise. Ensuite, il y a la posture du coach. Et bien évidemment que le directeur de CODIR, il est là aussi pour accompagner ses équipes, pour les faire grandir. Donc, il va utiliser différentes techniques ou différentes postures. Alors, le sharing, ça va être effectivement le partage d'informations pour être certain que la notion de transversalité, de bonnes pratiques, de bonnes idées va être présente. Ça va être le stretching pour encourager chacun à se dépasser et puis à aller plus loin, à dépasser ses limites. Ça va être l'empowering où on va se dire, effectivement, je fais confiance et puis j'aide chacun à aller plus loin. Et puis, ça va être aussi donc le coaching pour faire en sorte que chacun, on va dire, entre le début et la fin, ait gagné en compétences et sache se faire davantage confiance. Et puis le petit dernier, c'est innovateur. C'est effectivement c'est favoriser l'innovation. On en parle beaucoup et ça commence par être ouvert aux idées de l'extérieur, de son groupe et aussi de son entreprise. Remettre en cause tout ce qui est habitude passée, assister à des conférences à l'extérieur, faire venir des speakers externes pour donner un autre point de vue au sein de son groupe, benchmarker ses activités par rapport à d'autres, et utiliser les données. On parle beaucoup du big data, mais c'est aussi un moyen de pouvoir comprendre comment ça marche. Et puis innover aussi, c'est donner à ces équipes le moyen de faire des initiatives. Pas forcément c'est N-1, mais en dessous, initiatives et être là pour sponsoriser ces fameuses initiatives et donc faire évoluer son CODIR et ne jamais s'asseoir sur ses lauriers. Et ça, c'est fondamental dans ce genre de rôle. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes. On va arrêter là. Vous avez eu une question, nos mails et nos téléphones sont dans le chat. Vous avez un lien pour la prise de rendez-vous si ça vous intéresse. Mais
Je dirais pour finir, ça paraît évident, hein, tout ce que l'on vous a dit. Hein, ça paraît très simple, mais oui, il raconte n'importe quoi, c'est évident. Mais la mise en œuvre, malheureusement, n'est pas aussi simple. Hein. C'est ça, c'est Et c'est ça. pourtant que nous sommes là pour vous dire, bah oui, ça paraît évident, mais effectivement, notre rôle, et tout à l'heure, je vous ai illustré ça pour quelques cas dans des CODIR, c'est que ça paraît tellement évident, mais malheureusement, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et donc, on est là pour accompagner justement la mise en œuvre de solutions pour rendre ce CODIR effectivement efficace. Voilà, puisque on avait eu un partage ou un retour lors d'un accompagnement où on nous a dit, mais finalement, ce que vous nous faites faire, c'est plutôt simple. C'est vrai, ce qu'on fait faire, c'est plutôt simple, mais par contre, l'analyse et le fait de réfléchir à comment rendre les choses simples, ça, c'est complexe, et ça, on y passe du temps en préparation. Voilà, justement. Ça paraît tout con, mais le temps qu'on passe à préparer justement des activités au sein d'un CODIR lors d'ateliers pour justement s'assurer que le CODIR va avancer, trouver des solutions. 4 heures d'un côté pour le CODIR, et pour nous, c'est encore beaucoup plus de temps de préparation pour s'assurer qu'il y aura une animation et que tout va couler parfaitement. Ouais. Dans le chat, j'ai mis aussi un lien vers l'évaluation de la masterclass. Il y a un petit questionnaire, 4 questions. Avoir votre feedback. Nous sommes très gourmands de vos feedbacks pour pouvoir évidemment améliorer notre prochaine masterclass ensemble. Évidemment, vos questions sont évidemment, on vous écoute, on se tait et on vous écoute. Alors, je suis en train de lire. Merci. Malia, merci. Merci. Merci à tous. Merci et rendez-vous en avril. Parfait. Merci Olivier. Merci Abhijit. Merci, merci. Bon. Peut-être qu'on a une histoire à raconter, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire tant que tout le monde parte Une Tout à l'heure, histoire. il y avait une question tout à l'heure sur la notion de rôle et responsabilité. Donc, j'ai parlé justement dans le petit travail qu'on a fait pour un CODIR, de travailler sur les rôles, les responsabilités. Ça a été un sacré défi, en fait, pour eux. Tu t'en souviens? Oui, ça a été un sacré défi et surtout, ça a été très intéressant de voir que finalement, en fonction des individus, ils ne plaçaient pas la notion d'urgence et d'importance au même niveau. Ils n'avaient pas conscience finalement que tel rôle incombait à telle personne ou telle responsabilité incombait à telle personne. Et ça a été très intéressant parce que ça a été le fait de pouvoir factualiser une prise d'information et une compréhension ou une lecture différente d'une même situation. Alors là, ça a été quasiment ce qui a fait le plus de bien à l'équipe, c'est de se rendre compte que finalement, ils vivent dans la même entreprise, sur la même planète, mais pas dans le même monde. Et nous, notre rôle, ça a été d'essayer de s'accorder sur une grille de lecture commune et donc ensuite des actions. Question de Monsieur Deloison. Très bonne synthèse. Est-ce suffisant pour convaincre? Convaincre qui? C'est ça la question. Est-ce que tu es convaincu? Ou est-ce que c'est pour convaincre un manager qu'il faudrait qu'il ait effectivement un coaching d'équipe pour améliorer les choses? En gros, c'est qu'il faut qu'il y ait une problématique. C'est une problématique business, il se rend compte qu'il y a un problème de performance et autres. Je dirais que c'est déjà un début qui permettra de se poser la question, peut-être que j'aurais besoin d'aide. S'il n'y a pas de problème, évidemment. Mais nous, on a été appelés là, récemment par un CODIR, parce que justement, c'est même pas le manager qui a appelé, c'est son N+1 qui a dit il y a un problème dans cette équipe, j'ai des retours de la part de mes N-2 qu'il y a des problèmes, ils viennent chez moi pleurer dans mon bureau parce qu'il y a des problèmes. Et il dit bon voilà, je sens qu'il faudrait que vous alliez voir cette personne-là. Donc en gros, sa chef, elle a un peu forcé la main pour que le manager nous accueille. Après, on a fait une première entrevue, c'est très bien passé. Puis ensuite, on a embrayé sur l'ensemble de son CODIR. Et 6 mois après, il était super content, parce qu'on l'a eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il était super content. Et
Moi, en tout cas, je vois un commentaire de la part de Pierre Alors, c'était Pierre. J'ai reperdu. Voilà, attention à ces mots qui ne signifient pas la même chose d'une culture à l'autre. Leader latin, US, allemand, etc. 3 planètes. Alors là-dessus, on est complètement d'accord. On n'est pas complètement rentré aujourd'hui sur tous les problèmes d'interculturalité non plus, parce que là, sinon, on en avait pour 3 heures. Mais oui, bien sûr, la formulation, la manière de définir les choses, elle est clairement différente selon les cultures. Ça complexifie encore les échanges et le management. On est complètement d'accord. Ouais, et effectivement, le rôle de la médiation, et je vois mais quelqu'un à l'extérieur, absolument. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui fait passer des messages et qui fait travailler ensemble un groupe. Ça permet de libérer la parole. Même aussi, on l'a vu une fois dans un codir, dans une des séances, le leader est parti 1 heure pour une réunion et d'un seul coup, ça a libéré la parole. C'est-à-dire que les autres, en 1 heure, on en dit beaucoup plus que dans les 2 heures précédentes, quoi. C'était assez spectaculaire. C'était franchement impressionnant. Alors, toujours Jean-Paul, il n'y a toujours pas de lien hiérarchique entre les membres d'un codir. Comment convaincre dans un regard transverse? Justement par la factualisation. Moi, je dirais, je me permets, je dirais par la factualisation et puis par le fait d'essayer de faire prendre à la personne la place de l'autre. Et justement, le storytelling et la factualisation vont aider ça. Parce que tout à coup, quand on fait un vie ma vie, par exemple, on se rend compte que oui, peut-être que je comprends mieux sa demande. Parce que si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais la même demande. Donc, il y a des petits outils comme ça qui peuvent aider, justement, quand on est dans du transverse et quand on n'est pas en hiérarchie. Alors, j'ai une bonne question. Comment changer l'attitude du leader? Eh bien, c'est en le confrontant. Nous, on a eu effectivement, on a eu ça, le leader, les fameuses blagounettes et autres trucs du McDonald's. Donc, on en a eu marre. On s'est dit, bon, prochaine réunion, on a pris entre 4 yeux et on lui a dit, écoute, tu comprends, ça pourrait être mal interprété, gna gna gna. Et en fait, il a compris. Et il a changé son comportement. Donc, confronter le leader, et c'est clair, c'est plus facile pour nous, extérieurs, de confronter le leader pour lui dire ce qu'on a observé, que quelqu'un du codir, évidemment, qui peut se faire incendier. D'où le rôle de l'extérieur qui va venir pour ça. Ah oui, on a eu une liberté de parole autorisée, qui a été très claire par rapport aux autres membres, on va dire, de l'équipe. Et par contre, après, justement, cette liberté de parole autorisée, elle a rejailli positivement sur le fonctionnement de l'équipe et chacun s'est autorisé davantage aussi, justement, à cette prise de parole plus ouverte et plus en vérité. Et effectivement, Hélène, le recentrage sur des objectifs communs, ça c'est clair, c'est clé. Et ça, on en a vraiment. Nous, on est convaincus par ça. On l'a vu. On l'a vu matériellement. Parce que ça permet d'éviter aussi certaines guéguerres de chapelle, etc. Tout à coup, quand on doit tous tirer dans le même sens. Oui, et communs et qui en plus sont visibles. C'est pas objectif commun, il faut que ce soit visible et qu'on puisse voir globalement comment chacun avance dans ces fameux objectifs communs. Donc le rôle, c'est aussi la transparence. Transparence par rapport à l'objectif, transparence par rapport aux résultats de chacun par rapport à l'objectif. La transparence, c'est un beau concept, c'est un beau défi aussi dans un codir. Oui, puis c'est très à la mode, la notion de transparence. On est dans une thématique à la mode, développement durable, etc. La transparence dans les échanges, ça fait partie. Ça fait partie. La glasnost, ah oui, belle transition. Alors là, on est bien là. J'adore. C'est pas mal celle-là, j'adore. Ah oui, j'avoue, celle-ci, on va la garder, Louis-Pierre. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui. Alors, la langue est-elle une barrière?
Alors oui, ça peut l'être. Alors, la plus grande barrière que je vois, c'est que tu es dans un groupe de personnes, et bon, évidemment, il y a une langue commune qui va être l'anglais business, hein, le globish, hein. Et là, on se rend compte qu'il y a une barrière énorme entre ce que j'appellerais les extravertis anglophones et les intravertis non anglophones. Alors là, c'est terrible, parce que si vous laissez ça, en tant que leader du groupe, hein, eh bien, les extravertis passent leur temps à parler et à imposer leur point de vue, et les introvertis, qui ne sont pas anglophones, ne diront rien. Et la manière de gérer justement cette prise de parole, c'est bah, soit de faire tourner la parole auprès des gens, ou utiliser le chat. Dans une réunion, comme on fait maintenant, on pose une question et les réponses ont lieu en brainstorming via le chat. Au moins, tout le monde sait écrire, même quelqu'un qui parle mal anglais saura écrire en anglais. Et d'un seul coup, on met tout le monde au même niveau parce qu'il n'y a plus la prédominance de quelqu'un qui va imposer son point de vue. Ouais. Alors, si je peux rajouter quelque chose aussi qui sera, oui, un complément. Quand on fait des ateliers, ou en tout cas quand on fait travailler des personnes à répondre sur un questionnaire, par exemple, type MBTI, que vous connaissez peut-être, là, impérativement, on va demander à chaque personne de passer le questionnaire dans sa langue maternelle, en tout cas dans la langue dans laquelle il ou elle va être le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'éviter justement des incompréhensions, etc., etc. D'où l'importance, quand on fait justement des suivis, des accompagnements comme ça, d'avoir un socle, une base où chacun ait pu travailler dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Parce que c'est là où on va choper les nuances, etc., etc. Et oui, c'est clair, la langue, ça peut être une barrière, mais il faut absolument trouver un moyen, donc comme Louis-Pierre vient de le dire, de faire écrire, par exemple, pour qu'on ait tous bien la même compréhension et la même lecture. C'est clé. Et Pierre dit justement faire reformuler, faire définir les notions utilisées. Bah oui, effectivement, la notion de vocabulaire, ça c'est fondamental. Il faut qu'on ait un vocabulaire commun. Et j'ai mis en place chez Schneider, effectivement, un espèce de Wikipédia interne du vocabulaire commun d'entreprise. Et cette idée a été reprise dans d'autres boîtes. Vous prenez Framatome, fait la même chose. J'ai fait pareil chez Schlumberger. D'autres boîtes le font aussi. Avoir un vocabulaire commun pour qu'on sache que veut dire quoi, et même multilingue, dans le cas de ce que disait M. Deloison, qui est chez Airbus, c'est effectivement s'assurer que le vocabulaire soit compris par tous. Ce qui déjà permet d'éviter les quiproquos et le fait que tu aurais dû savoir que l'acronyme Tartampion voulait dire ça. Exactement. Et moi, pour encore rebondir là-dessus, qui est travaillé donc depuis, pendant très longtemps en bizdev et notamment en marketing, le marketeur, c'est un traducteur. C'est un traducteur de besoins du marché et puis il va traduire ça pour ses équipes R&D ou techniques. Et en fait, voilà, le langage, c'est un point clé de la communication et on a souvent tendance à le sous-estimer. Et c'est un point très intéressant que vous avez fait remonter parce que oui, clarifier, factualiser, se mettre d'accord sur des notions, traduire, ouais, ça peut éviter des gros problèmes de communication et des gros dysfonctionnements. Bon, on a un peu dépassé le temps, mais bon, il y a plein de questions, donc on répond. Peut-être qu'on va arrêter, parce que sinon, plein de gens veulent aller quand même. C'est vrai. Casser la croûte. Il est l'heure d'aller manger. Il est l'heure d'aller manger pour certains. Donc, écoutez, on était super contents d'être avec vous. On s'est beaucoup amusé, en tout cas. Ouais. Désolée pour mes petits problèmes techniques. Je ferai mieux la prochaine fois. Les impondérables du direct, hein, tu sais. Hein. Ouais. Tout peut arriver. On vous souhaite une très bonne journée. Il y aura un replay donc de cette conférence, on la mettra en ligne. Et puis, encore une fois, prise de rendez-vous, vous avez le lien au-dessus et vous avez nos téléphones et courrier électronique dans le chat aussi. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas la petite évaluation que j'ai mise juste avant, l'évaluation de notre masterclass pour qu'on puisse encore faire mieux la fois prochaine. Ce serait super sympa de votre part. Je vous le mets dans le chat. Et comme ça, vous l'aurez sous la main. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.